Sport, culture, votre magazine info avec Guillaume Delbouc sur 48 FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 18h, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine de l'information. Au programme ce soir, on va parler de la saga Paysage, elle continue alors que le vote de la commission de l'enseignement supérieur a livré ses conclusions. Nous verrons ce que cela implique pour les étudiants, mais aussi pour le gouvernement. Toujours dans la section politique, nous recevrons Antoine qui viendra nous présenter deux nouveaux portraits. Après Vanessa Matz et Sarah Schlitz hier soir, place à Nadia Moscoufo et Frédéric Dardenne. En sport, c'est Cassandra qui vous informe ce soir. Aujourd'hui, c'est J-100 avant le coup d'envoi des JO de Paris. L'occasion pour nous de revenir sur l'origine du relais de la célèbre flamme olympique. Enfin, en culture, nos chroniqueuses insolites nous rejoindront sur un sujet décalé. Pour terminer, rendez-vous avec Quentin pour rigoler un bon coup. Mais d'abord, le journal qui vous est présenté par Thomas Génaud. Bonsoir Thomas, le décret paysage continue de faire du bruit ce mercredi. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Comme nous l'avons annoncé dans le Flash Info ce midi, entre crainte et soulagement, les étudiants prennent la parole sur la situation quant au décret paysage. Country Hall de Liège en voie de démolition, un patrimoine en voie de disparition. Comme une plaie qui semble ne jamais vouloir se refermer, c'est la journée mondiale de l'hémophilie, une maladie rare encore méconnue. Bonsoir Arnaud, à la lumière du vote de cette nuit, tu es allé récolter les témoignages de quelques étudiants de l'université concernant la réforme du décret paysage. Tout à fait Thomas, alors on le sait, le décret paysage n'a jamais fait l'unanimité au sein de la communauté étudiante entre la peur de non-finançabilité, la crainte de ne pouvoir valider ses crédits dans les temps. Cette possibilité de réformer le décret permet de relâcher la pression pour certains ou en tout cas d'appréhender la prochaine rentrée universitaire un peu moins stressée. On a rencontré plusieurs étudiantes en bachelier à l'U-Liège. Elles sont toutes dans des situations différentes au niveau de leurs études, mais elles partageaient les mêmes craintes vis-à-vis du décret paysage. On a pu échanger avec elles et l'une nous avouait même en faire des cauchemars. C'était vraiment une angoisse pour moi. Là, quand j'ai appris la modification du décret, j'ai directement eu un soulagement parce que même il y a 2 nuits, j'ai encore fait un cauchemar d'un de mes cours qui est super compliqué à réussir et qui me fait extrêmement peur. Et donc du coup, je me dis que j'ai peut-être le droit, je dois faire de mon mieux, mais que j'ai le droit de me planter et de pouvoir recommencer s'il le faut l'année prochaine, quoi. Alors Apolline, étudiante en bac 1 langue moderne, soulignait que pour elle, le décret ne donnait pas les mêmes chances à tous les étudiants, notamment ceux qui sont contraints de financer leurs études par eux-mêmes et qui se divisent entre cours et job étudiant. Là, le fait que la réforme soit réformée, ça m'enlève vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de me dire que j'ai pas qu'un an pour tout réussir, mais j'ai quand même le droit à l'erreur, entre guillemets. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment injuste d'un côté, parce qu'il y aura toujours qui seront favorisés, qui auront l'aide soit de leurs parents qui ont fait des études supérieures ou qui auront l'aide de leurs parents financièrement, etc., que d'autres devront travailler à côté des études et ont moins de temps pour étudier et ne peuvent pas justement se permettre d'avoir la vie d'étudiante comme job unique et doivent jobber à côté et donc n'ont pas les mêmes chances de réussite tout simplement. Et c'est une logique de seconde chance qui anime la plupart des étudiants. Et cette possible réforme du décret donne un second souffle à certains, en tout cas leur permet de lever des doutes sur des possibilités de plan B et une insertion dans le monde du travail sans préparation. Tous les lundis matins, on arrivait en cours et on parlait toujours de ça parce que le lundi matin, on a un cours qui est assez compliqué à réussir et on arrivait toujours et on disait « Ah, c'est quoi notre plan B si on rate ce cours-ci et les autres cours ?» Et à chaque fois, on savait pas réellement quoi faire. Donc c'est vrai que ça va toutes nous enlever un stress. La réforme était extrêmement stressante parce que réussir 60 crédits, même si c'est ma 2e année, ça reste beaucoup. Enfin, il m'en reste 45, mais ça reste beaucoup de matière. Et le stress est parfois même handicapant pour l'étude. Donc le changement, c'est vraiment de l'air un peu que j'ai quand même une petite marge à l'erreur pour continuer parce que ne plus être finançable, ça veut dire plus de haute école, plus d'UNIF, et juste des formations, et c'est assez difficile de trouver quelque chose qui me plaît et qui pourrait m'apporter un métier concret. Et on reviendra sur cette saga paysage plus loin dans cette édition avec une interview de la rectrice de l'U-Liège, Anne-Sophie Nissen, et ce que ça impliquera pour le gouvernement. Depuis hier, une pétition circule contre la démolition du Country Hall de Liège. Cette pétition a déjà obtenu en une journée plus de 500 signatures.
Mais Garance, pourquoi démolir ce bâtiment pourtant considéré comme faisant partie du patrimoine liégeois ? Alors peut-être qu'on peut déjà préciser que c'est acté. Le gouvernement wallon a accordé le budget nécessaire pour la démolition du bâtiment. Celui-ci accueillera par la suite la construction d'une autre infrastructure sportive, un vélodrome avec un anneau long de 250 mètres destiné aux compétitions sportives de haut niveau. Mais donc effectivement, pourquoi démolir une infrastructure sportive pour en reconstruire une autre ? D'autant plus que le Country Hall a déjà connu des rénovations colossales il y a de cela 20 ans. Oui, tout à fait. Une affaire qui a fait grand bruit à l'époque. Michel Dardenne, alors ministre des Sports, avait le projet peut-être un peu trop ambitieux de faire de ce Country Hall le zénith liégeois à la manière de ces grands stades qui accueillent à la fois des événements sportifs et des concerts de grandes stars. Un projet trop ambitieux donc, d'autant plus que cette rénovation, rappelons-le, a coûté près de 34 millions d'euros et a été financée de façon un peu obscure, devenant ainsi l'une des premières casseroles de feu Michel Dardenne. Pourtant, en 20 ans, le Country Hall a accueilli nombre de compétitions sportives et de concerts. Certes, mais pas assez que pour combler le déficit budgétaire lié à son fonctionnement. Selon Walter Herben, premier échevin de Hans et ancien homme de confiance de Michel Dardenne, cet échec viendrait d'une mauvaise gestion du lieu. On aurait pu faire mieux, dit-il. Initialement destiné à être un lieu de compétition, donc, le Country Hall est devenu un lieu pour les entraînements de l'équipe de Division 1 de basket. Ceci a engendré des conflits d'agenda. Certains concerts n'ayant pas pu avoir lieu à cause de ces entraînements. Mais pour revenir à ta question initiale, Thomas, pourquoi démolir un bâtiment faisant partie du patrimoine ? C'est bien là toute la question. Scandale pour les uns, partisans d'une réhabilitation respectueuse du patrimoine. Rappelons que le Country Hall a été construit par Charles Van Denove. À cela, les opposants très terre-à-terre répondent « Le Country Hall est trop petit pour être réhabilité en vélodrome ». 13 morts et une 60aine de blessés sont à déplorer au nord de Kiev, dans la ville de Tchernivtsi. Et oui Thomas, une triple frappe aérienne russe a en effet eu lieu cette nuit. Le président Zelensky dénonce un manque de soutien de la part de l'Occident, impliquant que cette attaque aurait pu être évitée si l'Ukraine avait reçu suffisamment d'équipements de défense aérienne de la part de ses alliés. Et décidément, la Russie ne cesse de faire parler d'elle, mais cette fois d'une manière beaucoup plus légère. Le mois dernier, des hackers russes revendiquaient par vidéo une cyberattaque à l'encontre d'une centrale hydroélectrique française. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre, puisque ce n'était pas un barrage, mais un moulin qui a été pris pour cible. Une attaque de moins grande envergure qui aura eu pour impact une diminution de 20 cm du niveau de l'eau. Dans un tout autre registre, ce 17 avril marque la journée mondiale de sensibilisation à l'hémophilie. Environ 1500 personnes sont atteintes de cette pathologie en Belgique, Lauriane. C'est le cas de Hugo, un étudiant de 16 ans souffrant d'hémophilie sévère. Aude, sa mère, nous explique en quoi consiste cette maladie qui peut effrayer au premier abord. C'est toujours l'image que la coagulation chez tout le monde, ce sont des escaliers. Il y en a 12. Et chez les hémophiles, il manque ou la 8e ou la 9e marque. Et donc, quand on en arrive là, on tombe. La coagulation s'arrête là. Donc, là où nous, on fait une croûte, je vais dire ça comme ça, solide, elle n'est pas solide. Le problème, c'est que encore maintenant, l'hémophilie est toujours vue comme « Oh mon Dieu, il va se mettre à saigner par tous les trous sans raison ». Non, ce qui serait bien, c'est en effet que les gens ne soient plus effrayés au nom de cette maladie. Personne ne saigne sans raison. Nous, on tombe, on a un bec bleu sur le genou. Un hémophile qui n'est pas pris en charge correctement va avoir un genou qui va tripler de volume dans les 3 heures. Cette pathologie entraîne certaines contraintes, notamment dans le cadre scolaire, et il faut apprendre à vivre avec. Lui, plus petit à l'école primaire, s'il pouvait éviter de jouer au foot, ça m'arrangeait. Mais c'est compliqué à un garçon de lui dire tu joues pas au foot. Donc c'était Loulou, tu joues au foot, mais tu fais attention. Si ça fait mal, tu arrêtes. Il faut au niveau familial qui est une bonne connaissance de la maladie évidemment, qui permet en tout cas aux parents d'aller trouver les professeurs, les éducateurs et d'expliquer quelque chose d'assez concis mais clair pour savoir quoi faire. Donc mon premier conseil au niveau scolaire, c'est de quoi qu'il arrive, vous m'appelez. Et de là, je décide. C'est un relais parental, en fait. Il faut que les parents prennent le relais, jusqu'à un certain âge, en tout cas, mais les laisser vivre.
La journée mondiale de l'hémophilie apporte donc une certaine visibilité à la maladie qui doit être prise au sérieux. Et comme Aude nous l'a expliqué, une meilleure connaissance du sujet permet parfois de dédramatiser. Les per- et polyfluoroalkylés ou PFAS, ces polluants éternels aux propriétés nocives pour l'homme, ont été mis en lumière en Belgique fin de l'année dernière. Et ils continuent de faire parler d'eux. En effet, les effets de ces polluants sont multiples. Du cancer aux troubles cardiovasculaires, les PFAS se retrouvent dans notre quotidien et s'accumulent dans notre corps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle source qui a été découverte. Ce sont les bases militaires. La mousse anti-incendie utilisée lors de ces exercices semble avoir eu des effets dévastateurs sur l'environnement local. La concentration de PFAS dans l'eau potable de Beauchevin était 10 fois supérieure à la normale. Sur les 165 zones militaires, les 18 sites ont été analysés et 11 de ces sites explosent les scores. Il n'en reste plus que 147. Eh bien voilà, il est 18h11 et c'est la fin de ce journal. Merci à tous. Cette nuit, la commission de l'enseignement supérieur a donc validé la proposition de projet de réforme pour le décret paysage, amendé par le duo PS Écolo, Benjamin. Oui Guillaume, outre le fait que la majorité politique s'est déchirée à l'issue de ce vote, on a voulu s'attarder sur les répercussions que cette réforme aurait sur l'université de Liège. Alors le texte voté cette nuit s'inspire en partie de la proposition du collège des recteurs et rectrices, mais en partie seulement. Le texte voté par le PS Écolo et le PTB ne retient pas notamment l'obligation de réussite de la première année en 2 ans. Pour la rectrice de l'université de Liège, Anne-Sophie Nissen, c'est une marche arrière. Il va beaucoup plus loin puisqu'ils remettent en cause aussi 2 ans pour réussir la première année. Pour les étudiants, d'après ce que j'ai compris, moi je n'ai pas encore le texte finalisé, amendé, qui a été voté cette nuit, pour tous les étudiants, y compris ceux qui sont inscrits en 2022-2023. Et donc là, je pense que c'est vraiment un recul en arrière. Et ce n'est pas peut-être un signal, un bon signal pour ces étudiants qui sont déjà en train d'étudier pour leur session, qui ont été motivés pour réussir leur examen en janvier. Donc honnêtement, je ne suis pas sûre que ça soit bénéfique pour l'ensemble des étudiants. Alors dans ce dossier, une chose est sûre, c'est la mobilisation des syndicats étudiants qui a permis de faire bouger les lignes. Même si c'est une grande organisation qui permet d'aboutir à une réforme aujourd'hui, c'est un véritable chaos qu'elle déclenche côté gouvernement. Et pour nous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce tumulte, je me tourne à présent vers toi, Chloé. Cette réforme, elle concerne l'enseignement francophone, mais finalement, c'est à l'échelle nationale qu'elle fait l'effet d'une bombe. C'est le cas de le dire, Guillaume. Cette réforme du décret paysage, c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière gouvernementale belge. Même si, qu'on se le dise, le climat politique n'avait pas eu besoin de ça pour être tendu ces dernières semaines. Mais la nuit de mardi à mercredi a plus que vraisemblablement marqué un tournant dans la relation déjà très tendue qui unissait les partis de la majorité. Jusqu'à cette nuit, le MR, le PS et Écolo avaient réussi à maintenir une coalition, même si elle avait souvent vacillé. En cause notamment des positions jugées pas suffisamment tranchées du MR face au conflit israélo-palestinien, mais aussi un cordon sanitaire du MR toujours, souvent considéré trop poreux. Mais comment ces positions autour d'un décret ont-elles suffi à faire voler en éclats cette alliance ? En fait, pour tout comprendre, il faut faire un petit flashback dans le temps. Retour en 2022. Valérie Glatini, du MR, est alors ministre de l'Enseignement supérieur. Elle s'empare du fameux décret paysage ou décret Marcourt et le révise. Quelques mois plus tard, en juillet 2023, elle remet sa démission, mais les révisions restent et elle provoque un sacré grabuge. Les étudiants se plaignent de conditions d'accès à l'enseignement supérieur totalement élitistes, mais surtout complètement déconnectées de la réalité socio-économique vécue par les jeunes francophones. Alors finalement, quel est le lien entre 2022 et la réforme votée cette nuit ? Eh bien, cette colère des étudiants, elle n'a fait que monter encore et encore. Les syndicats étudiants ont enchaîné les communiqués, les manifestations ou même les interpellations de figures politiques et ça a finalement fait mouche. Car contre toute attente, le PS et Écolo ont voté pour une réforme du décret paysage, main dans la main avec le PTB. PTB qui est pourtant, je le rappelle, un parti d'opposition. Le MR a lui voté contre et c'est là qu'on arrive au point de rupture. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le libéral Pierre-Yves Jehollet, parle d'un coup de poignard. Selon lui, la confiance est rompue et le gouvernement se contentera maintenant de gérer les affaires courantes.
Il pointe aussi du doigt les chiffres relatifs à la précarité étudiante, exposés notamment par la FEF, et il les qualifie de faux. Et finalement, les institutions universitaires sont-elles plutôt favorables à ce vent de renouveau ? Alors, oui et non. Le projet du duo PS Écolo avait initialement été présenté comme, je cite, un élargissement de la proposition faite par les recteurs. À la base, ceux-ci souhaitaient surtout remettre en place une période de transition utile pour réfléchir concrètement aux problématiques et aux enjeux, comme nous l'expliquait Madame Nissen. Mais la réforme rouge et verte va en fait beaucoup plus loin. Au programme, une finançabilité prolongée d'1 an, une abrogation du palier des 45 crédits minimum, 4 ans pour réussir sa première année et 5 millions d'euros de fonds supplémentaires. Tout ça est voté et acté. Mais si les étudiants exultent, le politique a aujourd'hui des airs de paysage désolé. Merci Chloé. Et dans la suite de ce magazine de l'information, on accueille Antoine pour la suite des portraits politiques. Mercredi est rouge aujourd'hui, Antoine. Oui, absolument. Aujourd'hui sont sortis les portraits de Frédéric Dardenne et de Nadia Moscoufo, donc respectivement le Parti Socialiste et le PTB. Et on a d'abord sorti le portrait du bourgmestre de Herstal ce matin. C'est Frédéric Dardenne, donc, qu'on caricature parfois comme un fils à papa. Qu'est-ce qui le démarque de son père ? Alors Célia l'a rencontré et dans son discours, on sent une volonté de mondialisation. Il a dû évoluer dans un contexte plus moderne que celui de son père. Et même s'il a suivi les traces politiques de ce dernier, on ne peut pas dire qu'ils évoluent dans la même ligne au Parti Socialiste. Est-ce que vous avez découvert finalement quelque chose de croustillant ? De croustillant, peut-être pas, mais en tout cas, en fait, les élections ne lui ont pas toujours réussi. Lorsqu'il étudiait à HEC, eh bien, il a perdu les élections pour devenir représentant des étudiants d'HEC. Ah bon. Et on peut donc noter une certaine évolution dans sa carrière. Pour le deuxième portrait du jour, vous avez rencontré Nadia Moscoufo. C'est la seule personnalité du portrait qui n'est pas en tête de liste au fédéral. Pourquoi ? En fait, on voulait respecter une certaine équité. On a donc choisi de brosser le portrait de 3 hommes et de 3 femmes. Et donc demain, plus trop de suspense, mais ce seront les portraits de 2 hommes politiques qui sortiront. Oui. Au PTB, on connaît surtout Raoul Edebouw. Qu'est-ce que vous avez appris sur la deuxième tête de liste ? Ce n'est pas du tout une nouvelle tête en politique. En plus d'être conseillère communale à Herstal depuis l'an 2000, elle est députée fédérale depuis les élections de 2019. Une première pour elle, alors que Nadia Moscoufo siège à la Chambre des représentants depuis plusieurs élections déjà. Elle qui a toujours occupé cette place de 2e sur la liste fédérale à Liège. Donc les deux portraits du jour ont un gros point commun. Ils ont en commun la ville de Herstal, et ce n'est pas pour autant que le rapport entre le bourgmestre et la conseillère communale est idyllique. Mais ça, vous le découvrirez en lisant les portraits disponibles sur le site du Studio Bus. D'accord, merci Antoine. Maintenant, place au sport avec la découverte d'un remarquable parcours de vie, Cassandra. Oui, paralysé des jambes, Jérôme Wouters a retrouvé le sourire grâce au sport. Mathéo Agro et Nathan Lacombe sont partis à sa rencontre. Victime d'un accident de voiture à l'âge de 18 ans, Jérôme Wouters n'est pas resté les bras croisés après le drame. Ça m'a pas vraiment fermé des portes parce que je ne savais pas ce que je voulais faire comme étude. Ça m'en a ouvert d'autres, de pouvoir pratiquer du sport à essayer d'atteindre les JO, quelque chose que je n'aurais jamais fait auparavant, je pense, si je n'avais pas eu l'accident. Après son accident, Jérôme s'est essayé à l'handi-escrime avant de se lancer dans le handbike. Le principe, un vélo où l'on pédale avec les bras. Peu de temps après avoir acheté le handbike, la Ligue Handisport faisait une journée de détection talent, enfin découverte. Et je suis arrivé là alors que ça faisait 2 mois que je roulais avec mon handbike pour le plaisir. Suite à ça, ils m'ont recontacté parce qu'en fait ils cherchaient des personnes pour préparer les futurs JO. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Quelque temps après le handbike, Jérôme a commencé le handball. 2 sports importants à ses yeux. Le handbike, ça je vois plus comme un défi personnel. Je me suis dit pourquoi pas essayer de me qualifier pour 2028 ou plus tard si j'ai pas encore le niveau à ce moment-là. Le handball, ça c'est plus, ça me rappelle plus le sport collectif que j'avais au rugby, l'esprit d'équipe, la famille. Grâce au sport, Jérôme se sent aujourd'hui bien dans son corps et dans tous ses gestes quotidiens. Le para-athlète n'en tire que du bénéfice. Un portrait très inspirant que vous pouvez déjà retrouver au complet sur les réseaux sociaux du Studio Bus. En cyclisme maintenant, la fameuse Flèche Wallonne avait lieu aujourd'hui. Oui, c'était la 88e édition. Les coureurs ont démarré de Charleroi pour un épilogue sur le traditionnel mur de Huy. En l'absence de Tadej Pogačar, vainqueur de la précédente édition, plusieurs coureurs pouvaient prétendre à la victoire finale. Mais c'est finalement le Britannique Stephen Williams qui s'est imposé. En football, la soirée a été pour le moins mouvementée hier avec les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Le FC Barcelone recevait le Paris Saint-Germain qui s'était incliné au match aller sur le score de 2-3. Les Espagnols ont ouvert le score avant de concéder l'égalisation et de perdre un membre de leur équipe sanctionné d'un carton rouge. La deuxième mi-temps fut à sens unique puisque les Parisiens ont planté 3 autres buts, dont un doublé de Mbappé, pour s'imposer sur le score de 1-4. Cette large victoire leur permet donc d'accéder aux demi-finales de la compétition. Dans l'autre match de la soirée, le Borussia Dortmund recevait l'Atlético de Madrid. L'Atlético s'était imposé 2-1 au match aller. Dortmund a rapidement mené 2-0 avant de se faire peur et de voir les Madrilènes égaliser. Les Allemands se sont bien repris et ont inscrit 2 autres buts pour s'imposer sur le score de 4-2. Ce soir, c'est Manchester City qui recevra le Real de Madrid. Arsenal, quant à lui, se déplace au Bayern. Coup d'envoi des matchs à 21h. À J-100 des Jeux Olympiques, les regards se sont tournés vers la traditionnelle flamme olympique ce mardi qui a été allumée à exactement 11h17. Elle va traverser plusieurs pays avant d'arriver à destination dans la ville lumière, Cassandra. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle en fait du chemin, cette flamme, puisqu'elle parcourra pas moins de 15 000 km. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un aller-retour entre la Belgique et les États-Unis. Elle a entamé son périple hier, donc au départ du site d'Olympie en Grèce, et elle poursuivra donc sa route jusqu'à Paris, vous l'avez dit. Je me suis questionnée, moi, sur l'origine de cette tradition. A priori, le rituel de la flamme pourrait sembler aussi vieux que les Jeux Olympiques, qui ont été créés au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais pas du tout, en fait. Il s'agit d'une invention nazie. Alors, je sais, c'est assez surprenant, mais je m'explique. En amont des Jeux de Berlin en 1936, l'Allemagne a décidé d'introduire le fameux relais de la flamme olympique. Utilisé comme un véritable outil de propagande au service de cette idéologie nazie, la flamme avait déjà traversé différents pays, dont la Yougoslavie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie. 3 États que l'Allemagne envahira durant la Seconde Guerre. Au vu de ses origines, je dois dire que c'est assez fou que le relais olympique ait persisté et qu'il symbolise aujourd'hui la paix et l'union internationale. Effectivement, oui. Merci Cassandra pour ces informations. Comme on le sait, le jeu vidéo est un secteur où des millions d'euros sont en jeu, mais ce média encore jeune possède encore quelques zones d'ombre au niveau juridique et certains ne se gênent pas pour en jouer, Thomas. Alors, est-ce qu'autour de cette table, les gens voient ce que c'est Roblox ? Oui, absolument. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez qu'il s'agit du jeu vidéo avec le plus grand nombre de joueurs en simultané. Nous parlons de plus de 70 millions de joueurs par jour. Et dans ces 70 millions de joueurs, on y recense 60% d'enfants de moins de 16 ans. Ça nous fait une quantité astronomique d'enfants, ça, Thomas. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire dans ce jeu pour rassembler autant de monde ? Alors déjà, Roblox, c'est gratuit. Ce qu'il propose, en fait, c'est une base qui sert de plateforme de jeu. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui alimentent cette base en proposant des mini-jeux en tout genre. Vous pouvez par exemple jouer à un simulateur de gestion de pizza ou essayer de monter l'Everest depuis votre salon. Sauf que, bien que la base soit gratuite, tout ne l'est pas. Les joueurs qui s'occupent de créer ces mini-jeux peuvent monnayer leur création de manière diverse, en proposant des bonus ou des cosmétiques à l'achat, par exemple. D'accord, mais où est le vide juridique dans tout ça ? J'y viens. Le mois dernier s'est déroulée la Game Developers Conference, où le directeur de Roblox, Steph Coraza, était présent. Sur place, des journalistes l'ont interrogé sur le fait qu'avec ses 60% de moins de 16 ans, il y en avait forcément une partie qui créait eux aussi des jeux, et qui se faisait donc de l'argent. Vient donc la question de savoir s'il ne s'agirait pas là d'un cas de travail infantile. Sa réponse, je vous la résume. Si j'avais 15 ans et que je vivais dans un bidonville, je serais bien content de pouvoir créer des choses avec mon ordinateur et de pouvoir en vivre. Sauf qu'il oublie de mentionner les 75% de commissions que prennent Roblox dans le processus. Alors, vous imaginez bien que quand le directeur com a entendu ça, il n'a pas hésité à plonger dans la mêlée pour tenter de rattraper le coup. En même temps, même les industriels du textile ne l'auraient pas tenté, celle-ci. En effet. Merci Thomas. On accueille à présent notre duo de chroniqueuses insolites, Mathilde et Garance. Bonsoir les filles. Bonsoir. Coucou. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, on continue dans vos histoires de pieds. Absolument Guillaume, mais aujourd'hui, des pieds chaussés. Chaussés de quoi ? D'une association étonnante, risquée peut-être, qui déchaîne les passions, les claquettes chaussettes, une association qui peut légitimement, à nos yeux, laisser sceptiques. Mais cette association, plus qu'on ne pourrait le croire, cristallise les antagonismes. La question étant, faut-il considérer les adeptes comme d'irréductibles Gaulois qui n'ont toujours pas compris que
que c'est une faute de goût manifeste, ou bien comme des révolutionnaires assumés, est-on subversif ou conformiste en claquettes chaussettes, les porte-t-on par facilité, voire fainéantise, ou comme un effort de valorisation d'un patrimoine? Parce que oui, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la claquette chaussette n'est pas du tout une lubie contemporaine, une invention du capitalisme que nenni Guillaume. La claquette chaussette est en fait un véritable vestige du passé. L'archéologie a d'ailleurs su montrer que les Romains déjà glissaient l'ancêtre de la chaussette à l'intérieur de leurs sandales. On trouve également ce réflexe chez les moines du Moyen-Âge. En témoignent des gravures d'époque où l'on peut admirer des bas blancs immaculés dans des socs, c'est-à-dire de grosses sandales à semelles de bois. À l'appui de ces deux exemples, force est de constater que ce que l'on pensait être une énorme faute de goût contemporaine est en fait une colossale faute de goût historique. Oui, mais puisqu'il s'agit de faire preuve de probité, à partir du moment où un objet existe depuis la nuit des temps, peut-on raisonnablement et très humblement parler de faute de goût ? Ne serait-on pas là extrêmement snob et méprisant vis-à-vis d'un produit de l'histoire, que dis-je, d'une institution ? Parce que oui, et si on suit la logique, une chose qui traverse les âges est très logiquement un intemporel. La claquette chaussette devrait donc être déjà, et depuis longtemps, un classique de notre vestiaire. Or, cette histoire ne s'est pas faite. La claquette chaussette n'est toujours pas une évidence. Pourtant, dans notre histoire récente, au XXe siècle et même encore aujourd'hui, nombreuses furent les occasions de les normaliser. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on a vu se réactualiser cette association avec les gotha et les ori, ces sandales japonaises de bois ou en paille de riz que l'on porte traditionnellement avec des bas. Un autre exemple, une décennie plus tard, avec les vétérans américains revenus du Vietnam, où la claquette en caoutchouc recyclé est un véritable soulier national. Expansion progressive donc de la claquette chaussette jusqu'au pied des icônes de foot et du basket qui la portent à la sortie du terrain comme une seconde peau. Doit-on pour autant considérer ces sportifs comme les dignes héritiers des moines et de leurs socs? On laisse la question en suspens. Mais du coup, parce qu'elle semble avoir été de tout temps et en tout lieu populaire, à partir de quand y a-t-il eu clivage ? Quand est-ce que les claquettes chaussettes sont-elles devenues un vrai sujet ? Si on peut modestement dater le début de leur déclin au moment où les touristes hollandais et germaniques ont commencé à se pavaner, ventripotent, claquettes aux pieds et la chope à la main, personne ne sait par quel tour de passe-passe ce look devenu ringard a acquis la noblesse jusqu'à se retrouver sur les podiums de l'industrie du luxe. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on peut s'accorder, c'est qu'il existe quand même, une compétence, que dis-je, une maîtrise indéniable dans l'art de la claquette chaussette, celle de parvenir à la fin de la journée à exhiber des chaussettes immaculées, quasi propres. Je veux dire, Guillaume, il faut bien se rendre compte de la dextérité, du prodige de parvenir à fouler le pavé de la batte sans jamais salir ses chaussettes. Autre preuve que ceux qu'on moque et qu'on méprise ont des raisons d'arborer fièrement ce doux patrimoine. Ils s'inscrivent ainsi dans la marche de l'histoire. Merci les filles. Alors Quentin, toi tu t'es intéressé au décret paysage, mais pas tout à fait de la même façon que tout à l'heure. Alors oui Guillaume, moi je suis étudiant et pourtant si vous m'aviez demandé ce que c'était la semaine passée, je vous aurais répondu que c'était certainement un nouveau plan pour refaire le paysage et le parterre de la place cathédrale une 48e fois, ou réaménager les rames du tram. Non, allez, j'avais dit que j'arrêtais les vannes sur le tram. Après m'être un peu renseigné sur la question, j'ai remarqué que le décret paysage, pour le PS et écolo, c'est un peu je t'aime moi non plus. Après avoir initié le projet, ce sont les premiers à vouloir faire marche arrière. Le PTB, qui était contre depuis le début, est d'accord pour un compromis. On peut maintenir le décret paysage, mais à condition que les étudiants aient 10 ans pour finir leur bachelier. Du côté du MR, on voit les choses autrement. Que les étudiants finissent leurs 3 ans de bachelier en 2 ans. Bref, on comprend pourquoi ça coince, et pourquoi le gouvernement est à nouveau au bord de la crise. Enfin, c'est toujours un peu la crise ici, de toute façon. Le gros point positif, on va encore rester 1 an et demi sans gouvernement. Après la foire de Liège, la foire agricole, la foire du livre, voici la foire politique. Bref, ce décret est finalement tout sauf concret. Dans un pays où la politique est un peu bordélique, il faudrait que nous, étudiants, sachions pour qui voter consciemment. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère d'abord me concentrer sur mes 60 crédits à valider pour ne pas devoir m'autofinancer.
Merci pour cette chronique humour, Quentin. C'est déjà la fin de ce magazine info. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les chroniqueurs. Rendez-vous demain à 18h sur 48 FM pour la dernière édition. Et restez avec nous pour le journal télévisé qui se fera sur un autre live Facebook aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal du Studio Bus. Voici les titres. Les élections étudiantes de notre université ont eu lieu le 10 avril dernier. Seuls 20% des étudiants ont voté. Nous essayerons de comprendre les raisons de cet absentéisme. Nous partirons ensuite en cuisine. La SBL Équipe Populaire propose des cours avec des alternatives végétales à la viande. Et pour accompagner un bon repas, rien de tel qu'un bon vin. Depuis 2017, l'ULiège organise des rencontres où des œnologues partagent leur savoir avec des amateurs. Vous retrouverez ensuite notre portrait sport dédié aujourd'hui à la nageuse Alizée Pizane qui vise une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Et enfin, pour clôturer cette édition, Clément Bailly viendra en plateau nous expliquer les dernières décisions concernant le décret paysage. Ce 10 avril dernier, les étudiants de l'ULiège se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants au conseil étudiant et au conseil de faculté. Des figures essentielles pour la vie universitaire. Oui, et malgré l'importance de ces élections, seulement 20% des étudiants ont exercé leur droit de vote. Beaucoup ignorent cette précieuse opportunité de faire entendre leur voix sur des questions cruciales telles que les programmes d'études, la mobilité ou encore les logements étudiants. Laura Maestré, Lara Hulquin et Chelsea Wanya se sont rendus à l'Université de Liège pour comprendre les raisons derrière cette participation mitigée. Si les élections fédérales ont lieu le 9 juin, les étudiants sont quant à eux passés au vote ce 10 avril dans leurs universités. Les élections étudiantes, un sujet bien connu par certains. Parce qu'il me semblait que c'était obligatoire, si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai quand même posé mon vote. Et moins connu par d'autres. Non, j'ai pas voté. Je ne me suis pas vraiment renseigné sur les programmes. Et qui plus est, ouais, j'ai pas vraiment eu l'impression de suivre le truc et de savoir quelle différence ça ferait que je vote. Mais au fait, pourquoi est-ce important de voter ? Tous les étudiants qui sont amenés à voter pour élire leurs représentants qui vont former le conseil des étudiants. Par la suite, ces représentants vont donc représenter l'ensemble des étudiants auprès de l'université. Et donc voilà, c'est important pour les étudiants de voter pour des gens qui vont porter leur voix. La Fédé et les conseils étudiants et facultaires traitent de sujets importants qui concernent une majorité d'étudiants. Bien sûr, le décret paysage, ça fait peur à tout le monde. J'ai plein d'amis qui sont en master ou peut-être en troisième qui ont encore des cours de bac 1. Et donc, s'ils ratent encore ces cours-là, c'est foutu pour eux. Malheureusement, c'est pas prêt de changer. Malgré une augmentation de la participation sur les 2 dernières années, en 2024, un étudiant sur 4 a voté, ce qui reste un obstacle à franchir. On va essayer de renforcer notre présence sur les moments de J-1 des rentrées étudiantes, même pour les journées portes ouvertes pour les étudiants de Réto, enfin les élèves de Réto ou de 5e qui pourraient déjà savoir un peu ce que c'est la Fédé et essayer d'ancrer un peu notre présence dans l'esprit des étudiants. La Fédé ne démord pas et compte renforcer sa présence à l'université. Des rencontres et explications de programmes sont à attendre pour le courant de cette année. L'alimentation de demain ne nous permettra peut-être plus de consommer certains de nos aliments préférés. Pour toutes sortes de raisons, la consommation de viande pose souvent question, Adrien. Au cours d'un atelier cuisine, les équipes populaires proposent de nouvelles alternatives végétales à cette source de protéines animales. Un reportage de Dorine Donati, Mathieu Dautet et Nora Belgomri. Salade de camoufle fenouil, betterave et orange sanguine, tapenade d'algues et velouté de lentilles corail, que des plats sans aucune protéine animale. Que ce soit pour des raisons économiques, écologiques ou éthiques, les raisons de réduire sa consommation de viande sont nombreuses. Pour Chapnam, étudiante, ce sont des raisons éthiques, mais pas que. Quand j'ai commencé la musculation il y a quelques années déjà et j'ai commencé à aussi voir un petit peu et changer mon alimentation. Et à la base, je mange des protéines animales, mais je voulais trouver aussi une autre alternative. Des alternatives à la viande, il en existe beaucoup. Et après la théorie, passons derrière les fourneaux. Mais d'abord, demandons à Gwenaëlle comment elle a élaboré le menu du jour. Il y a 3 grandes familles de protéines végétales. On avait envie qu'il y ait une recette sur les algues, une recette avec des légumineuses et une recette avec des céréales. Donc ça, c'était déjà un premier tri. Après, on a un petit peu mis à notre sauce. Jeanne-Marie a été conquise et repart avec une nouvelle recette préférée qu'elle est impatiente de faire goûter à ses petits-enfants.
Un mélange de céréales cuites et de légumes crus, coupés finement. Parce que justement, vous avez du croquant, vous avez du cru et du cuit. Et donc vous avez du croquant, c'est agréable. Et en même temps, vous êtes nourri par la céréale. Légumineuses, céréales et oléagineux, les alternatives aux protéines animales peuvent être aussi délicieuses qu'intéressantes. Maintenant, place à la dégustation et bon appétit! Après la cuisine végétale, le vin, ce mardi soir, certains étudiants se sont initiés au b.a.-ba de l'œnologie. Le cercle étudiant d'énologie de l'UNIège organise depuis 2017 des rencontres entre amateurs et experts, des cours de plus en plus populaires. Célia Hellas et Adrien Dambly étaient sur place. Amateurs chevronnés ou novices curieux, une trentaine de jeunes s'apprêtent à étudier toutes les subtilités du vin. Pour certains, c'est une première, comme Julien par exemple. Je m'y connais assez peu en vin, mais j'aime quand même bien tout ça, donc j'avais envie de découvrir un peu plus ce monde-là et de pouvoir mettre des mots sur ce que je goûtais et sentais, et donc je suis venu. Mais pour d'autres, un peu plus habitués, il est plus facile de faire travailler l'odorat et le palais. C'est la 5e fois que Sophia assiste à ces ateliers. Je pense que jusqu'à maintenant, mon préféré, c'est le sylvaner. Le muscat, il était incroyable niveau odeur. Franchement, j'ai adoré l'odeur, mais le goût un peu moins. C'est Ludo, caviste depuis 2017, qui organise ces séances. Il collabore avec le cercle d'œnologie de l'ULiège depuis 2 ans et il constate un regain d'intérêt de la part des jeunes pour cet art. Il y a vraiment un engouement sur des vins de qualité. Les vignerons aussi se sont remis en question, en Europe en tout cas, et se sont dit tiens, il faut qu'on se remette à faire des choses intéressantes et originales éventuellement. Et donc il y a vraiment une envie de redécouvrir. Et puis moi je vois surtout qu'il y a un jeune public qui est très intéressé. Moins axé sur les cours théoriques, le petit plus de Ludo, c'est l'effet de surprise et son originalité. J'aime bien les vins un peu originaux qui sortent un peu de l'ordinaire, donc j'essaie un peu de les emmener en voyage et de leur faire découvrir des choses différentes qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de goûter souvent. 4 à 5 séances sont organisées par quadrimestre et pour les amoureux des bons vins, la prochaine réunion se déroulera le 6 mai. Et jeudi dernier avait lieu une soirée au slam au Sartillement, un art peu connu célébré au festival Rêve Général. Le conseil genre et égalité de l'ULiège était à l'initiative de cette seconde édition orchestrée par le collectif El Slam. Un reportage de Yves Collinet, Nora Belgomri et Antoine Ramet. Elle m'écoute. Pas besoin d'un instrument ou de compétences spécifiques. Ici, seul outil nécessaire, la voix. Pour Julie Lombé, c'est cette caractéristique qui fait le charme du slam. Le slam, c'est un outil d'émancipation qui est extrêmement démocratique. Donc ça nous permet de travailler une forme artistique sans avoir aucun prérequis. C'est simplement, je prends une feuille, je prends un bic et on a un art oratoire et quelque chose qui se travaille et qui arrive à faire spectacle finalement en faisant une concaténation des différents textes. On arrive à faire un spectacle avec des gens qui ne sont pas des artistes à la base, qui n'ont pas fait le conservatoire, qui ne sortent pas des écoles d'art, ni des cours de théâtre, etc. Et ça donne néanmoins quelque chose de très construit et avec un vrai propos politique citoyen, voilà, tout simplement. Le thème de la soirée, genre et égalité, et en tant qu'art oratoire, le slam peut aborder de vastes sujets, du thème le plus léger au plus engagé. Une construction sociale ou sociétale. La biologie n'y est pas pour rien. Effectivement, je le sais. Alicia Troisfontaine a participé à la soirée. Pour elle, le slam est un réel moyen de gagner confiance en soi. C'était assez stressant, mais ça m'a pas mal aidé pour ma prise de parole. Et oui, le slam est quand même une poésie qui est assez, qui est une poésie contemporaine, qui a une vertu un peu militantiste, pour un peu déconstruire, choquer, impacter. Et je pense que ça peut avoir un impact positif sur soi-même et les autres. Des textes puissants exprimés pendant la soirée qui marquent l'audace des candidats. Place au sport et à notre désormais traditionnel portrait. Aujourd'hui, nous faisons découvrir la nageuse Alizée Pisane. Elle est étudiante en droit dans notre université, mais aussi et surtout recordwoman belge de plusieurs disciplines en natation. Elle vise les Jeux Olympiques cet été. Nicolas Lesec et Quentin Coles l'ont rencontrée. Elle possède 4 records de Belgique, le 800 mètres et le 1500 mètres crawl, en petit comme en grand bassin. Tout cela à l'âge de 21 ans seulement. Alizée Pisane est l'une de nos meilleures représentantes en natation. Son grand objectif de la saison, les Jeux Olympiques de Paris cet été. Ça a été un peu un rêve qu'on m'a mis aussi que depuis que je suis toute petite, parce que mon papa a fait du haut niveau en taekwondo. Il est médaillé aux Euros justement en plus. Et il n'a pas participé aux Jeux parce que je suis arrivée. Et du coup, je me dis, c'est dans la famille, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite, donc ce sera un rêve quoi.
Et ton papa t'accompagnerait alors si jamais tu venais? Ils ont déjà les tickets, donc il faut vraiment que je me qualifie. Pour se qualifier, Alizé Pizan doit réaliser des temps minimum et elle a encore 2 compétitions pour y arriver, les championnats de Belgique ce week-end et les championnats d'Europe en juin. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'entraîne souvent à l'étranger. Cette année, oui, parce que c'est une année olympique et surtout que j'ai envie de m'entraîner en équipe de long. Je serai plus en France que même en Belgique jusque juin, parce qu'en Belgique je suis un peu la seule nageuse de long, donc c'est compliqué parfois de s'entraîner. En plus de sa carrière sportive, Alizé Pizan est également inscrite en droit à l'Université de Liège, ce qui n'est pas évident, mais c'est une nécessité pour elle. Une carrière sportive, ça signifie en natation, maximum je dirais 33 ans si on veut vraiment tirer dessus. C'est pas du tout quelque chose qui va même me rapporter, même si je suis championne olympique jusque-là. Et puis j'ai pas envie à 33 ans de me dire bah c'est bon, j'ai à la retraite ou quoi. J'ai envie de travailler après. Et donc voilà, le droit. Et en cas de besoin, elle peut aussi compter sur l'aide de sa maman, magistrate. Et si vous désirez en savoir un peu plus sur Alizé Pizan, sachez que son portrait complet sort ce soir à 20h sur le Facebook et Instagram du Studio Bus. Et impossible de parler sport aujourd'hui en passant à côté de la Flèche Wallonne. C'est le Britannique Stephen Williams de la formation Israel Tech qui s'est imposé devant le Français Kevin Vauquelin et le Belge Maxime Van Gil. Williams triomphe en 4 heures, 40 minutes et 24 secondes au sommet du terrible mur de Huy. Pour clôturer ce journal, l'équipe réseaux sociaux d'Arnaud Décortique a résumé pour vous la réforme du décret paysage qui a été votée la nuit dernière. Tu l'as peut-être raté, mais cette nuit, la commission de l'enseignement supérieur a modifié le fameux décret paysage. Le décret paysage, c'est quoi ça encore? Eh bien, c'est un texte juridique qui organise l'enseignement supérieur, mais aussi la finançabilité des étudiants. La finançabilité, ça veut dire que le décret donne plein d'argent aux étudiants? Mais non, pas du tout. En gros, si un étudiant est finançable, son école reçoit de l'argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour financer ses études. Et s'il ne l'est pas, elle peut refuser son inscription. Et du coup, il y a quoi de nouveau maintenant? Je comprends plus rien, moi. C'est simple. Avant, chaque étudiant inscrit en première année devait absolument réussir ses 60 crédits pour passer en deuxième année. Et pour qu'il reste finançable, il avait maximum 2 ans pour faire ça. Sauf que c'est pas facile pour tout le monde. La nouvelle version du décret apporte donc 2 choses. Les conditions de réussite sont descendues de 60 à 45 crédits pour la rentrée prochaine, et l'étudiant a droit à 2 inscriptions supplémentaires s'il change d'études, même s'il a déjà passé 2 ans en première année. Et nous accueillons en plateau Clément Bailly pour nous parler du déroulement de la commission de l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'hier soir. Bonsoir Clément. Bonsoir. Alors on vient de le voir dans cette capsule réseaux sociaux, une modification du décret paysage a été votée lors de cette commission. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment cette décision a été prise ? Alors avant toute chose, il faut rappeler que la majorité au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une coalition PS, MR et Écolo. Et donc on avait le MR qui était complètement contre une réforme du décret paysage et un duo PS et Écolo qui était pour. Et c'est en formant une majorité alternative avec le PTB que ce duo PS-Écolo est parvenu à faire passer cette proposition. Et cette majorité alternative a dû soulever des réactions au sein du gouvernement de la Fédération. Oui, c'est vrai. D'abord au MR, le ministre-président Pierre-Yves Géolet se sent trahi. Il n'a plus confiance en ses partenaires. Puis de leur côté, PS et Écolo se sont satisfaits, mais ils regrettent tout de même que le MR ne les ait pas suivis. Mais ce désaccord au sein du gouvernement, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des conséquences sur les 2 mois qui nous séparent des élections ? Déjà, il faut savoir que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas être dissous. Le seul moyen serait de former une nouvelle coalition, mais c'est très peu probable étant donné que les élections arrivent à grands pas. La majorité PS, MR et Écolo devra donc continuer à collaborer, mais cette perte de confiance risque bien de compliquer le traitement des dossiers en cours. Il y a notamment celui sur le financement des bâtiments scolaires qui est soutenu par Frédéric Dardenne. Le PS et Écolo espèrent tout de même pouvoir continuer à collaborer avec le MR. Et de son côté, Pierre-Yves Géolet affirme qu'il gardera le sens des responsabilités. Merci Clément pour ces explications. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à 13h30 sur la page Facebook du Studio Bus. Bonne soirée. Bonsoir à tous.